Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, très heureuse de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus, comment utiliser au mieux les écrans à la maison, quelles sont les règles à adopter, les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà, vous le savez, quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode ensemble dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Lisa de Bernard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler d'une intelligence artificielle made in France pour lutter contre la désinformation. Bon, on en parle ensemble dans un instant. Moi, j'ai une question pour vous, Lisa. Est-ce que vous savez combien de fautes d'orthographe les élèves français font en moyenne en dictée aujourd'hui ? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Près de 20 erreurs, effectivement. C'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans et ce n'est pas qu'un problème d'école. Dans le monde professionnel aussi, bien sûr, les lacunes en orthographe peuvent avoir un impact direct sur notre crédibilité, voire même notre carrière. Alors, comment expliquer cette baisse de notre niveau d'orthographe et surtout, quelles solutions concrètes peut-on mettre en place pour accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leur apprentissage ? On en parle avec notre invité en duplex aujourd'hui. Bonjour Guillaume, Guillaume Bousquet, pardon, j'en perds ma voix. Bonjour Philippe. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de Pédagovie qui lui-même a créé Orthogaphe, justement. On va en parler dans un instant. D'abord, place au focus. Focus d'abord aujourd'hui donc sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, et tout de suite un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Papa, maman l'a encore caché son travail. Chérie, il faut que tu coupes avec tes dossiers. Non mais je sais pas du tout comment il est arrivé là. Peut-être que c'est Juliette ou Théo. Faut pas reporter la faute sur les autres. Il faut assumer, maman. Je sais que t'as un travail prenant, mais il faut arrêter. Oui, mais c'est le dossier Fressino. J'ai pas eu le temps de le clôturer avant de partir. Et toi qui nous dis qu'on doit lâcher nos écrans, maman. Il était en train d'envoyer un mail à son patron. Oups, pardon. Je promets de ne plus utiliser mes écrans. C'est l'autre main. Hein? Ah oui. Tu peux retirer les comptes de la tablette aussi. Il faut que tu te détendes. Hein, t'as le droit de couper, toi aussi. Oui, mais j'ai toujours l'angoisse de pas suivre les équipes. Et s'ils font une erreur sur le dossier? Ou s'ils font 2 erreurs? Ou même 3? Je serais complètement fichue. Écoute, je te propose autre chose. Massage et cocktail de fruits. Et ce soir, dîner en amoureux. Ah oui? Oh, je me suis pété une touche. La culture d'entreprise a parfois tendance à demander un surinvestissement et une disponibilité de tous les instants. Pendant les vacances, essayez de vous déconnecter. Les parents doivent montrer l'exemple. Il sera difficile de demander aux enfants de s'éloigner des écrans si on n'y arrive pas soi-même. Après m'avoir fait la morale, n'y pense même pas. Non, mais je voulais juste regarder l'heure. Hein. Concentration. Le dos droit. On va parler d'orthographe maintenant, avec sérénité, c'est ce qu'on vous souhaite justement, parce que l'orthographe, c'est bien plus que des règles à apprendre, c'est la clé d'une insertion sociale et professionnelle, bien sûr, mais aussi un véritable levier de confiance en soi. Alors pourtant, le niveau en orthographe ne cesse de baisser, ça touche aussi toutes les générations. Alors à l'heure des correcteurs automatiques et le fait qu'ils sont omniprésents dans nos vies, peut-on encore apprendre l'orthographe autrement que par cœur? Peut-on rendre aussi cet apprentissage un peu plus simple, plus ludique et surtout plus durable? C'est ce que propose le programme Orthogaphe. Et pour nous en parler, on reçoit aujourd'hui son créateur, Guillaume Bousquet. Il nous expliquera pourquoi maîtriser la langue française reste un enjeu majeur et surtout, c'est important, comment y parvenir. On en parle avec lui dans la première partie du talk. Guillaume Bousquet, vous êtes donc en duplex avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Pédagovie et donc à l'origine de ce programme Orthogaphe, programme qui a pour objectif d'enrayer le déclin du niveau d'orthographe en France. Quel a été d'abord l'élément déclencheur à l'origine de ce projet? Est-ce que c'est un chiffre qui vous a marqué ou un constat comme celui qu'on a pu faire dans l'introduction?
Alors j'ai simplement enseigné pendant 13 ans comme prof de français en collège et ça marque, ça marque de manière assez importante et c'est face aux difficultés de mes élèves d'abord et ensuite de tous les élèves que j'accompagne, que j'accompagne en séance individuelle, eh bien que j'ai cherché des outils, j'ai cherché des solutions pour l'orthographe et j'ai également fait l'instruction en famille pendant quelques années pour certains de mes enfants et voilà, avec toute cette situation-là, je cherchais des outils. Alors, les jeunes qui nous regardent peut-être pourraient vous dire qu'à l'heure où les correcteurs automatiques sont omniprésents, peut-être que l'orthographe n'est plus si importante aujourd'hui. Et si pourtant elle est toujours aussi importante parce que apprendre à orthographier correctement la langue française, c'est déjà tout simplement améliorer ses facultés de lecture. Et nous savons aujourd'hui que malheureusement la lecture est vraiment un point qui pose problème à beaucoup d'élèves. On sait que 4 élèves sur 10 environ, voire 5 élèves sur 10 en fin de collège sortent donc de l'institution sans savoir lire correctement un texte. Et ça déjà c'est problématique. Et puis le deuxième élément qui est important à souligner sur l'importance de l'orthographe, c'est que apprendre à gérer l'orthographe, à orthographier correctement les mots, eh bien ça permet de structurer sa pensée, ça permet de maîtriser finalement son discours et ça c'est très important par rapport à sa carrière professionnelle notamment. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme Orthogaphe ? Alors il y a des choses assez inhabituelles parce que déjà ce qu'il n'y a pas, ce sont des exercices en grosse quantité parce que ce que je vais proposer, ce ne sont pas des exercices à répétition, c'est pas l'idée en fait que c'est en faisant que l'on maîtrise. Au contraire, l'idée c'est en utilisant des bonnes stratégies, des bonnes techniques que l'on améliore son orthographe. Donc le programme Orthogaphe va d'abord finalement proposer aussi une posture sur l'orthographe, un autre regard sur l'orthographe parce que bien souvent la première chose à laquelle quand on pense à l'orthographe, c'est compliqué. Eh bien justement, l'idée c'est de déconstruire cette façon de voir, cette conception de l'orthographe, parce que l'orthographe n'est pas compliqué, l'orthographe est complexe et c'est pas du tout la même chose. Mais en véhiculant en permanence cette idée que l'orthographe est compliquée, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? Nous la rendons compliquée pour les enfants. Vous connaissez peut-être un peu les biais cognitifs, et plus un enfant a entendu que l'orthographe est compliquée, plus quand il va se retrouver face à une dictée, face à un texte, etc., plus il va se dire c'est compliqué. Alors voilà, ça c'est toute la difficulté de l'orthographe. En tout cas aujourd'hui au XXIe siècle, c'est de perdre aussi ces habitudes langagières que nous avons sur l'orthographe et qui passent un message très négatif. Et puis il y a une deuxième chose que contient ce programme Orthogaphe, c'est donc non seulement une posture comme je le disais, mais c'est aussi un autre regard par rapport à ce qu'est l'orthographe et un élément fondamental, un pilier pour moi de l'orthographe, de ce que j'appelle la conscience orthographique, c'est que l'orthographe, ça ne se devine pas. Et bien souvent, dans nos réactions, dans les postures des enseignants, des parents, eh bien le message est passé que implicitement et non volontairement bien sûr, mais que ça se devine. Je vous donne un exemple tout simple que j'ai vécu 1000 fois en classe jusqu'à ce que je découvre les outils que j'ai mis en place, enfin que je crée les outils que j'ai mis en place. C'est par exemple un élève qui pose la question à son enseignant: Monsieur, Madame, Maîtresse, ça s'écrit comment le mot bateau? Et réponse de l'adulte très fréquente: c'est simple, ça s'écrit comme ça s'entend. Eh ben non, bateau ne peut pas s'écrire comme ça s'entend parce qu'il y a 1000 façons d'écrire le mot bateau si on applique simplement les règles phonologiques de la langue française, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment une difficulté. Difficulté, et d'ailleurs ça se voit dans les chiffres que vous nous avez donnés, Guillaume. Chiffres aussi, en 2021, les élèves faisaient en moyenne 19,4 erreurs par dictée, contre 18 en 2015, 14,7 en 2007 et seulement 10,7 en 87. Comment vous expliquez justement que ce niveau d'orthographe est autant baissé dans ces dernières décennies? La faute aux écrans? Alors, c'est la remarque en tout cas, c'est ce à quoi l'on pense en premier, c'est les écrans, c'est les SMS. Eh bien, je dirais déjà oui et non, ma réponse sera nuancée. Pour les SMS, je dirais non, parce que nous avons des études aujourd'hui, des recherches scientifiques qui montrent que les SMS n'ont pas particulièrement d'impact sur les facultés orthographiques des élèves. Donc ça, déjà, on peut le mettre de côté comme excuse. Les écrans, je dirais oui,
si je pense notamment à la télé en général, aux émissions, je pense aux séries plutôt, parce que souvent, dans ce genre de programme télévisé, le vocabulaire est assez faible, assez pauvre, et évidemment, la maîtrise de l'orthographe dépend aussi de la maîtrise du lexique. Donc, il y a un aspect sur les écrans, oui, toujours est-il qu'il faut le préciser, notamment par rapport au SMS. Et puis, un autre élément qui est souvent cité, c'est la lecture. Le fait que la lecture, le fait que les enfants lisent moins, qu'ils passent moins de temps, le nez plongé dans un livre, dans un bouquin, eh bien, affecte l'orthographe. Eh bien, ce n'est pas vrai non plus, en tout cas pas de manière factuelle, puisque les études montrent que quand nous sommes plongés dans un livre, eh bien, notre cerveau n'a pas le temps de porter son attention sur l'orthographe. Donc, s'il n'a pas le temps de porter son attention sur l'orthographe, c'est pas en lisant plus que j'améliore mon orthographe. Alors que l'inverse est vrai. Plus j'améliore mon orthographe, meilleures sont mes capacités de lecture. Donc, il faut déconstruire aussi un petit peu ces fausses idées. Alors, qu'est-ce qui fait que l'orthographe est compliquée aujourd'hui en 2025 ? Je dirais qu'il y a un facteur culturel très important, parce que l'orthographe, quand on décortique un petit peu ce que c'est, on se rend compte que c'est à l'opposé de ce qu'est notre société actuelle. Je vous donne un élément qui est assez simple à comprendre, c'est le fait que notre culture, par exemple, est très intuitive. Vous voyez l'idée qu'aujourd'hui, quand nous achetons une machine à laver, généralement, nous ne lisons pas la notice. Si nous achetons un smartphone, généralement, nous ne lisons pas de notice. D'ailleurs, il n'y a presque plus de notices finalement aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société très intuitive, très visuelle, et nous apprenons en tâtonnant. Le problème, c'est que l'orthographe, par exemple, n'est pas du tout intuitive. L'orthographe, on ne peut pas tâtonner avec l'orthographe. Avec l'orthographe, je ne peux pas tester, essayer. Non, l'orthographe, c'est quelque chose de très normé, et je dois connaître l'orthographe, je dois apprendre l'orthographe des mots, et je ne peux pas juste m'amuser à essayer. Sinon, je vais avoir des traits rouges sur ma copie. Voilà, notamment une explication. Alors, il y a plusieurs aspects sur l'aspect culturel, mais c'est vraiment, pour moi, fondamental de comprendre qu'il y a une crise orthographique qui est due au décalage qu'il y a entre l'orthographe et notre société, la culture ambiante. Un autre décalage qui m'a paru très intéressant aussi, Guillaume, dans certaines de vos prises de parole, c'est ce lien que vous faites, lien direct entre les lacunes en orthographe et la perte de confiance en soi. Pourquoi l'écrit est-il tant à l'image justement qu'on a de soi ? L'écrit parle de nous, hein, c'est vrai, on peut le comprendre assez aisément. Quand j'écris, je m'exprime, je parle de moi, je montre une facette de moi. Et puis, il y a en fait un inconscient collectif très très fort. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui par rapport à l'orthographe et par rapport à l'enjeu de l'apprentissage de l'orthographe. C'est que finalement, quand j'écris, j'ai derrière moi, j'ai dans mon inconscient, cette idée que l'orthographe, c'est quelque chose qui me définit en tant que personne douée, en tant que personne intelligente, faisant partie d'une certaine classe sociale. Et oui, il faut remonter jusqu'au début du XVIIIe siècle pour comprendre que l'orthographe, pour découvrir que l'orthographe, en fait, elle a été créée dans le but de faire la séparation, de pouvoir percevoir les gens qui étaient des gens intelligents, des gens instruits, et puis les distinguer des gens qui étaient ignorants et qui n'avaient pas de connaissances. Donc finalement, dans notre inconscient collectif, cette réalité, elle est là. C'est que l'orthographe fait la différence entre les gens de savoir et les gens ignorants. Voilà pourquoi l'orthographe, très clairement, quand j'écris, je suis finalement un peu en stress sans m'en rendre compte, parce que ça parle de quelque chose de très, très profond concernant les personnes. Très personnel, effectivement. L'orthographe peut aussi être une forme de discrimination sociale. On le comprend tout à fait avec ce que vous nous dites. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume. On va continuer à en parler, évidemment, dans un instant. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Le meilleur d'Internet, images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Denuau.
on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui avec nous, Guillaume Bousquet. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Pédagovie et d'Orthogaphe, dont on va parler dans un instant. On va continuer à en parler dans un instant, mais juste avant de reprendre nos discussions, Guillaume, on va laisser place à la chronique de Lisa qui a une idée derrière la tech. Lisa, justement, aujourd'hui, vous vous penchez sur un sujet important, la lutte contre la désinformation grâce à l'intelligence artificielle, une IA française qui s'appelle Vera. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer justement ce que c'est et comment cette IA combat la désinformation ? Eh bien, Vera, c'est une intelligence artificielle développée par l'ONG française de lutte contre la désinformation en ligne, La Réponse.tech, accessible gratuitement via téléphone ou WhatsApp. Elle permet à quiconque de vérifier des informations en temps réel en s'appuyant sur plus de 300 sources fiables, dont des sites de fact-checking et des médias reconnus. En bref, Vera est supposée fournir des réponses claires et sourcées, aidant ainsi à démêler le vrai du faux. Alors, comment fonctionne justement Vera quand on lui soumet une information à vérifier ? Eh bien, lorsqu'un utilisateur envoie une question à Vera, l'IA analyse la requête et consulte sa base de données. Elle recherche des vérifications antérieures ou des informations pertinentes liées au sujet sur le web. Si l'information a déjà été vérifiée, Vera fournit immédiatement la réponse correspondante, accompagnée bien évidemment des sources. En revanche, si ce n'est pas le cas, elle admettra à ne pas avoir trouvé l'information parmi l'ensemble des sources fiables afin d'éviter de propager des données non confirmées. Quelle est l'origine de cette initiative et pourquoi surtout elle a été mise en place ? Eh bien, Vera a été créée, comme je le disais précédemment, par La Réponse.tech, qui est donc un collectif de citoyens bénévoles issus du secteur des technologies. L'initiative est née juste après les élections législatives de cet été, période durant laquelle les fausses informations pouvaient particulièrement influencer l'opinion publique. Et c'est d'ailleurs ce qui inquiétait l'un des cofondateurs de cette IA, qui pointait du doigt certains politiques qui, selon lui, participait donc à faire circuler de fausses informations en direct sur les plateaux de télévision. C'est donc une organisation complètement indépendante, notamment du point de vue financier ? Oui, vous faites bien de le souligner puisque cela a son importance. Le travail étant assuré par les bénévoles, cela n'implique aucun partenariat commercial, ce qui en principe garantit une impartialité dans les réponses fournies. Alors je suppose qu'il existe tout de même des limites aux défis auxquels Vera doit faire face, n'est-ce pas ? Bien entendu. Comme toutes les intelligences artificielles, Vera n'est pas infaillible. Elle peut parfois rencontrer des difficultés avec des informations très récentes ou des sujets complexes qui n'ont pas encore été vérifiés au niveau des sources. De plus, bien qu'elle s'efforce de limiter les hallucinations, des erreurs peuvent encore survenir. C'est pourquoi les retours des utilisateurs sont essentiels pour améliorer continuellement le service. Alors rappelez-nous, Lisa, comment nos téléspectateurs peuvent accéder à Vera s'ils souhaitent l'utiliser ? Eh bien, Vera est donc accessible gratuitement via WhatsApp en envoyant un message au numéro suivant, le +33 9 74 99 12 95, un numéro que vous devrez avoir préalablement enregistré dans vos contacts, ou alors tout simplement en appelant ce même numéro, et auquel cas aucune application supplémentaire ne sera nécessaire, ce qui facilitera la vie de tous les utilisateurs. Effectivement, on va tester ça dès la fin de cette chronique. Merci beaucoup en tout cas Lisa, et puis on lance ensemble la deuxième partie du talk. Est-ce que vous étiez bonne en orthographe, Lisa ? Écoutez, pas trop mauvaise, j'ai fait des études dans les lettres, donc a priori, c'était ma voix. Effectivement, ça aide aussi l'orthographe. On va continuer à en parler avec vous. Vous êtes toujours en duplex avec nous, Guillaume Bousquet. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Pédagovie et donc de cette solution aussi, Orthogaphe. On entend souvent dire que la langue française, sauf pour Lisa, on l'a compris, est trop complexe. Ils sont nombreux, les élèves, en tout cas, à le dire, nombreux aussi sur les plateaux télé, à remettre en question, à en tout cas demander sa simplification. Est-ce que vous partagez cet avis ? Alors je suis assez mitigé, c'est-à-dire que je comprends le fait que la langue française est complexe, c'est une réalité, il y a beaucoup de subtilités. Pour autant, je ne suis pas pour une simplification pure parce qu'à mon sens, l'intérêt de l'orthographe, même si, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est vrai qu'il y a une origine qui est questionnable, le fait que ce soit discriminatoire à l'origine, mais bon, on parle de choses qui datent quand même pas mal, eh bien, je dirais que à trop simplifier, nous allons faire perdre finalement la richesse de l'orthographe, c'est-à-dire que l'orthographe nous oblige à faire quoi ? À réfléchir.
L'orthographe nous oblige à analyser, à observer, à prendre le temps. Et comme je disais tout à l'heure, l'orthographe est en complet décalage avec la société actuelle et en effet, réfléchir, prendre son temps, analyser ne sont pas très à la mode, en tout cas quand on regarde voilà, l'ambiance culturelle au niveau des écrans notamment. Tout cherche enfin, si ça va plus vite, on est content. Plus vite ma pizza arrive sur mon canapé dans mon salon et mieux je me porte. Vous voyez, donc il y a un peu une espèce de conflit culturel entre l'orthographe et la société. Et à trop simplifier, on enlève cette nécessité de réfléchir. Or, je crois que justement, ce que les élèves ont besoin d'apprendre et encore à apprendre à faire, c'est d'apprendre à réfléchir, à analyser et à observer. Alors moi, je serais plus favorable à une forme de simplexification, c'est-à-dire garder la complexité de la langue, c'est pour ça que ça s'appelle la simplexification, garder la complexité tout en amenant un peu de simplicité sur certains points. Et puis en plus, la simplification de la langue amène beaucoup de désordre et de bazar. On ne sait plus comment ça s'écrit, c'est quand même assez compliqué aujourd'hui quand un élève nous demande « oui, mais ça, j'ai le droit de l'écrire comme ça », tout le monde se gratte la tête et se dit « ah, je ne sais plus, est-ce que tu as le droit ou pas ?» Voilà. Donc je ne suis pas trop pour la simplification de la langue, parce que je crois que l'orthographe est là pour nous permettre de continuer à être des êtres qui réfléchissent. Merci beaucoup Guillaume. Lisa, vous vouliez réagir? Oui, moi ma question c'était au contraire, alors c'est un sujet qui est un petit peu sorti aujourd'hui des débats, mais on a quand même eu un moment de gros questionnements sur l'écriture inclusive. Est-ce que de complexifier la langue, en revanche, vous estimez que ça pourrait avoir un impact négatif également ? Alors, ça en a un déjà. Hein. Le fait de complexifier la langue a déjà un impact négatif parce que nous savons que les personnes qui sont confrontées à des difficultés de lecture, notamment les personnes qui ont une dyslexie ou autre, une dyslexie, dysorthographie, vont avoir du mal à lire les textes en écriture inclusive. Enfin, cela dit, moi-même, parfois, je me retrouve face à certaines phrases et je trouve ça assez difficile à lire. Donc oui, complexifier l'orthographe au niveau de l'écriture inclusive ne va pas du tout aider au niveau de la lecture, au niveau de la compréhension et finalement est d'une certaine manière assez discriminatoire. Donc c'est un petit peu le paradoxe. Donc moi je ne crois pas qu'en favorisant l'écriture inclusive, nous allons aider beaucoup les personnes à améliorer leur orthographe. Ça c'est certain. Votre programme utilise aussi beaucoup les mises en situation et le jeu. Pourquoi? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la difficulté justement des enfants, des élèves à apprendre l'orthographe ou en tout cas à bien écrire, à enrichir leur vocabulaire, c'est notamment dû à la manière dont on enseigne cette thématique, ce sujet, ce domaine aux enfants à l'école? Alors oui, il y a une part qui est due à la méthode. Hein. C'est évident que la façon dont nous entrons dans l'orthographe et dont nous apprenons l'orthographe à l'école ne facilite pas son apprentissage. Et en effet, la méthode orthographe va proposer, que ce soit pour l'orthographe lexicale, l'orthographe grammaticale et la grammaire en général, va proposer des techniques dynamiques, va proposer des mises en situation, notamment sur la grammaire, parce que l'idée, c'est de mettre la grammaire en mouvement, de faire vivre la grammaire aux enfants et même aux adultes, pour pouvoir redécouvrir des notions. Donc c'est évident qu'il y a des pratiques aujourd'hui qui mériteraient d'être abandonnées. Je pense notamment à tout le travail sur l'homophonie, ce qu'on appelle l'homophonie, c'est-à-dire le fait de traiter les mots qui se ressemblent d'un point de vue phonologique. Vous savez, les fameux A, accent A sans accent, le CE, le CE, etc. Il y en a plein. Et nous les traitons souvent ensemble, par exemple. Donc ça veut dire qu'en fait, nous mettons l'enfant, par exemple, l'élève, face à la difficulté. Nous mettons l'élève face à la confusion. Le cerveau, nous le savons aujourd'hui, il a besoin de pouvoir se focaliser sur une cible. Donc quand je fais une leçon sur le CE et le CE, eh bien, je donne deux cibles au cerveau. Ce que je gagne à faire et ce qu'un enseignant et même n'importe quel éducateur qui transmet l'orthographe gagnera à faire, eh bien, c'est à traiter d'abord le CE et plus tard, une fois que le CE est intégré, donc quand le déterminant démonstratif est bien intégré, hop, je vais basculer alors sur le CE pronominal parce que je pourrais à ce moment-là faire le lien avec ce qui a été vu avant et à ce moment-là, une fois que les deux ont été bien ancrés dans le cerveau et par l'élève, alors je vais pouvoir travailler sur la confrontation des deux, les mettre dans des exercices où il faudra choisir, mais seulement en dernière étape. Or, bien souvent,
nous commençons par ce genre d'exercice. Les premiers exercices sont faits de cette manière. Donc voilà un exemple de méthode aujourd'hui très utilisée et que je déconseille fortement si on veut aider les élèves à pouvoir retenir l'orthographe de manière durable. Dans votre méthode, vous vous appuyez aussi sur les neurosciences, quelque chose qui vous diffère aussi peut-être de vos concurrents. Pourquoi avoir fait ce choix-là particulièrement ? Alors les neurosciences, c'est un champ qui est extraordinaire parce que, bon, déjà, il est en perpétuel mouvement, les recherches ne cessent de s'accumuler et de nouvelles choses apparaissent en permanence, mais toujours est-il que ce qu'on découvre avec les neurosciences, finalement, c'est le fonctionnement cérébral. Et dans le programme Orthogaphe, c'est vrai que je vais beaucoup m'appuyer sur les leviers universels du fonctionnement cérébral. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de différences entre les élèves, on parle beaucoup du fait que chacun est unique, ça c'est indéniable, mais avant de parler de la différence, notamment dans les apprentissages, en disant ben oui, lui il a besoin d'apprendre, d'utiliser telle ou telle méthode, puis lui telle ou telle autre, eh bien moi je dirais non, avant de s'intéresser à ça, intéressons-nous à ce qu'il y a dans notre cerveau et comment ça fonctionne. Parce que finalement, que je sois français, américain, asiatique ou africain, mon cerveau, nos cerveaux sur la planète vont fonctionner à peu près de la même manière. Il y a 99%, c'est le même fonctionnement. Et donc, le programme Orthogaphe va s'appuyer sur la pédagogie de la parole qui va proposer de travailler sur la base des leviers universels du fonctionnement cérébral. Et la question, c'est comment est-ce que je fais pour activer les bonnes aires cérébrales? Et ça, les neurosciences aujourd'hui sont très claires sur ce point-là. C'est que pour pouvoir apprendre efficacement, il faut utiliser ces neurones. Bon, ça, c'est une première chose. Mais surtout, il faut utiliser les bons neurones. Donc, il faut utiliser les bonnes aires cérébrales, c'est-à-dire les bonnes régions dans le cerveau qui me permettent de pouvoir retenir l'orthographe durablement et puis efficacement. Eh bien, pour ça, eh bien, je vais proposer dans le programme Orthogaphe des techniques qui s'appliquent à ces leviers universels. Et ça, je suis très reconnaissant de toutes les recherches qui sont faites aujourd'hui et qui sont finalement de plus en plus accessibles aussi sur les réseaux, sur les réseaux, sur Internet, en librairie, etc. Nous vivons à une époque où vraiment nous avons cette grande chance de pouvoir accéder au savoir scientifique, à la connaissance scientifique, aux découvertes scientifiques. Et c'était pas pensable de créer le programme Orthogaphe sans s'appuyer sur ces recherches-là. Ça s'appelle Orthogaphe. Merci d'avoir été parmi nous. En tout cas, Guillaume Bousquet, je rappelle que vous êtes le fondateur de Pédagovie, donc qui édite ce programme Orthogaphe. Merci beaucoup d'avoir été dans l'École du Futur aujourd'hui. On vous souhaite beaucoup de succès aussi pour l'avenir de ce programme. Merci aussi à vous, Lisa, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. Merci à Édouard Deniau d'avoir produit cette émission. Et nous, on se retrouve dès demain, toujours sur School TV, dans l'École du Futur, dès 12h30. Et d'ici là, passez une très, très belle journée.